Mystérien et mystérienne, bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Toujours de l'histoire, hein. Un jour je ferai de la géo, hein, mais j'ai des préférences pour l'histoire, vous l'aurez compris. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va traiter du règne de François Ier, roi chevalier et prince de la Renaissance. François Ier arrive sur le trône en 1515, dans une période donc où on sort finalement du Moyen Âge avec la chevalerie, les seigneuries, avec les angoisses sur la fin du monde, les angoisses eschatologiques aussi, avec donc un Moyen Âge qui dure du 5e au 15e siècle. Et d'un autre côté, une permanence du coup qui s'est installée, hein, au fil de ces 10 siècles, et d'un autre côté des innovations techniques comme l'imprimerie qui apparaît, comme la circulation des capitaux, notamment dans les Flandres, les circulations des marchandises, des hommes qui se font de plus en plus rapidement, et aussi la circulation des idées des choses intellectuelles, qu'elles soient artistiques, religieuses, etc. Donc on va se poser une question toute simple, comment le roi François Ier assure-t-il la transition entre le Moyen Âge et l'époque qu'on peut qualifier de moderne? Il faut savoir que François Ier est un monarque, un roi de formation médiévale, et il va faire entrer le royaume dans la modernité artistique et politique, avec du tact, avec de la diplomatie. C'est pas quelque chose de très facile. Nous avons peu de sources directes, hein, sur François Ier. Il y a beaucoup de sources, on va dire, issues de la propagande royale sur ce roi, qui me passionne beaucoup, notamment parce que c'est le premier que j'ai eu l'occasion d'étudier à l'université de Valenciennes, l'université polytechnique des Hauts-de-France, lors de ma première année euh, en histoire-géographie. Là, je passe en troisième année pour ceux qui regardent pour la première fois mes vidéos. Donc, je me base grandement sur les cours d'histoire moderne que j'ai eu en première année, puisque c'est un roi qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'évoquer dans le secondaire, voire pas du tout. On évoque Charles Quint rapidement, mais François Ier, c'est très bref. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que c'est un roi que je trouve très très intéressant à étudier, à comprendre, comme beaucoup de rois de France finalement, à cette époque. Commençons tout d'abord par une première partie. Bon, j'ai pas vraiment fait de plan, on va le découvrir au fur et à mesure. Je me base davantage, je tiens à le préciser, sur mon cours du premier semestre de première année que sur celui du second semestre, puisque j'ai fait aux 2 semestres le roi François Ier en première année d'histoire géo, en y apportant évidemment des touches personnelles. Une première partie que j'ai laissée telle quelle, un prince de la Renaissance, point d'interrogation, avec une première sous-partie, enfance et formation. Il faut savoir que la place de François Ier est très discrète au départ. Il est le fils de Charles d'Angoulême et de Louise de Savoie. Il est le dernier né d'une branche cadette de la famille royale des Valois. Rien ne laisse penser qu'il sera roi lorsqu'il est enfant. Toutefois, son père meurt lorsqu'il n'a que 2 ans, et il est confié à sa mère, donc Louise de Savoie. Elle a la main mise sur lui, et elle est convaincue, persuadée, dites ça comme vous voulez, qu'il a un destin qui l'attend, un destin particulier, un destin tout autre qu'une vie, on va dire, lambda de quelqu'un d'une branche cadette de la famille royale. Louis XII arrive sur le trône, c'est son cousin, et il n'a pas d'enfant. Il est, euh, il est sacré en 1483, il me semble, donc en tant que roi de France.
Non, il est héritier du trône de roi de France, pardon, à partir de 1483. Il est sacré en 1498. Et il n'a pas d'héritier, enfin il n'a pas d'héritier direct mâle, puisque la loi salique est en vigueur, c'est-à-dire que c'est la primogéniture masculine qui domine. Et il devient donc héritier tant que Louis XII n'a pas d'enfant. Il devient donc, François Ier devient duc de Valois, en plus d'être comte d'Angoulême. Louis XII va épouser une femme qui s'appelle Anne de Bretagne. Elle est jeune et elle est veuve. On va soigner l'éducation de François Ier à Cognac, puis dans le château défensif d'Amboise. Son éducation est confiée à Artus Gouffier, qui est sur le diapo. Cette éducation a pour ambition d'en faire un gentilhomme, quelqu'un qui va maîtriser la chasse, l'équitation, l'art de la guerre, et on va lui lire quelques romans de chevalerie. Comme je le disais précédemment, il a une éducation médiévale, moyenâgeuse. Moyenâgeuse, c'est pas le bon terme, attention. Quand on dit moyenâgeuse, c'est plutôt péjoratif. On va plutôt utiliser le terme médiéval. Ça, c'est un petit point méthodo, on peut dire ça comme ça. Cela explique donc l'idéal chevalier de François Ier, puisqu'il a été éduqué tel quel. Il est important de noter qu'il faut minorer les qualités intellectuelles de François Ier et l'étendue du savoir qui a été transmis. C'est un roi qui n'est pas polyglotte, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas plusieurs langues, contrairement à par exemple Henri VIII ou Charles Quint. C'est un problème. C'est un problème. On lui parle aussi de quelques philosophes antiques. François Desmoulins va lui apprendre le latin, l'histoire, mais il est important tout de même de noter que son éducation n'est pas superbe, n'est pas géniale. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut minorer. La première sous-partie est finie, passons désormais à la deuxième, la route vers le trône, sous-entendu le trône de France. Ça me paraît évident. Donc la position de François Ier se renforce, car comme je l'ai dit précédemment, Louis XII n'a pas de fils. On envisage de marier François Ier, François d'Angoulême, avec sa fille aînée, donc la fille aînée de Louis XII. Elle se nomme Claude de France. Et on commence petit à petit à l'intégrer au pouvoir. Il est à noter qu'en 1505, ou 1505, pour ceux qui préfèrent les dates de cette façon, il contresigne pour la première fois un acte officiel. Ce mariage avec Claude de France devient un enjeu politique. Contre l'avis d'Anne de Bretagne, qui donc est la femme de Louis XII, les fiançailles ont lieu en 1506. C'est rapide, hein. En une année, il contresigne un acte officiel, l'année d'après, il épouse la fille aînée de Louis XII. Les parlementaires supplient Louis XII d'ater le mariage. C'est vous dire, les parlementaires, c'est pas les députés, les sénateurs, hein. Attention, pour ceux qui pourraient être tentés de faire une confusion. François Ier va donc résider à la cour et participer aux guerres d'Italie, par exemple en 1512. Il y montre son courage et son efficacité au feu, entre guillemets, au combat. Anne de Bretagne meurt en 1514, au début de cette année-là, et François Ier va juste après quasiment épouser Claude de France, hein. C'est-à-dire que on attend limite qu'Anne de Bretagne meure pour marier Claude de France à François Ier. Louis XII, bon voilà, il a plus de femmes. Il va décider de se remarier plutôt, avec la sœur du roi Henri, Marie Tudor, donc une jeune femme qui a 18 ans. Il en a 52.
Vous voyez l'écart un petit peu, pour l'époque déjà 52 ans c'est vigoureux. On dit que la nuit de noces a été fabuleuse et que Louis XII aurait fait merveille. Bon, à voir, nous n'y étions pas. Nous n'y étions pas, pardon. La santé de Louis XII, elle se détériore. Il n'a toujours pas d'héritier mâle, de fils. Et Marie Tudor n'est toujours pas enceinte. C'est quand même un peu le principe de prendre quelqu'un. Lorsqu'on épouse un roi de France, l'objectif c'est de donner un enfant. De préférence, mâle. Un homme, un garçon. Pour transmettre la couronne. Louis XII, il va mourir le 1er janvier 1515. Et il n'a pas de descendance masculine. Au début, Marie Tudor, elle n'a pas envie de repartir chez elle, entre guillemets, en Angleterre. Elle va faire croire qu'elle est enceinte. On va aussi l'enfermer pendant un certain délai pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte, mais il n'en est rien. Elle va tenter tout de même de séduire le roi pour rester, mais sa mère, Louise de Savoie, veille. Elle lui fait un peu un sermon, elle lui fait comprendre que c'est tout proche, et surtout si elle tombe enceinte, on sait jamais, du roi François Ier, bah, ça pourrait empêcher une transition. Et finalement, le roi va se tenir. Oui, le roi va se tenir. François Ier va devenir roi de France, alors que rien ne le prédestinait à cela. La route vers le trône est toute tracée. Maintenant, évoquons dans la troisième sous-partie l'homme d'une nouvelle génération. Autour de François Ier, les grands ministres et officiers vont changer. Ceux qui seront avec lui dans les moments difficiles, ils sont plus jeunes. Il faut une nouvelle génération, un renouvellement. Avec par exemple la famille Gouffier. On en a parlé juste avant. C'est une famille issue de la petite noblesse militaire du Poitou. Elle rallie la France à la guerre de 100 ans. Et c'est une promotion sociale à la cour de France, finalement. Dedans, il y a Artus, qui va être élevé à la cour de Charles VIII, un proche de Louis XII et de Louise de Savoie. Lorsque François Ier devient roi, il devient son conseiller le plus proche, grand maître de France, chargé de la diplomatie. Il va être chargé des négociations avec Charles Quint. Malheureusement pour lui, il ne peut pas négocier avec Henri VIII, car il a la goutte. Et voilà. Il meurt en 1519. Mais son frère, Guillaume, Gouffier donc, prend la relève. François Ier est quelqu'un de puéril avec Henri VIII. Guillaume est plus jeune et il participe aux guerres d'Italie. Il est plus discret et devient amiral de France. Avec lui, la ville du Havre est créée. Il sera ensuite ambassadeur du royaume à Londres et il essaye d'organiser une rencontre entre François Ier et Henri VIII. Il participe à des combats en Navarre contre la couronne d'Aragon. Il va montrer des capacités militaires avec des prises de forteresses, notamment en 1521, et il va devenir gouverneur général de l'armée d'Italie, et il va malheureusement commettre des erreurs stratégiques notables, notamment à Pavie en 1525. Il va conseiller au roi François Ier de prendre cette forteresse du duché du Milanais. Le roi François Ier, il est connu pourquoi? Pour Marignan. On vous dit François Ier, vous allez vous dire 1515, vous allez vous dire Marignan. Voilà, c'est marqué dans les esprits, car c'est une victoire. Il vient tout juste d'être roi, bam, il gagne dans le duché du Milanais à Marignan. Et là, à Pavie, grosse erreur, gros échec. Le 24 février 1525, échec total. Guillaume meurt. François Ier et son entourage sont capturés à Pavie. Capturés. Le roi de France est captif de Charles Quint, etc. Et ça, c'est problématique. Mais nous y reviendrons.
On parlait de l'entourage du roi, il y a aussi Philippe Chabot. C'est un ami proche de François Ier. Le roi va en faire un gentilhomme de la chambre, donc quelqu'un de son entourage, et il va, entre guillemets, le nommer maire perpétuel de la ville de Bordeaux. Il va se lancer dans une grande carrière militaire, avec des prises et des défenses contre les troupes de Charles Quint, etc. Chabot fait partie des prisonniers de Pavie aussi. Il va être chargé de négocier avec le roi d'Espagne le traité de Madrid de 1526. L'Espagne obtient la Bourgogne, la domination de la Flandre et de l'Artois. Le souci, je ne sais pas si vous visualisez, les cartes sont trouvables sur internet, c'est que la France va être prise en étau par l'Espagne. On a l'Espagne en bas de la France, dans le sud de la France. On a la Flandre qui est au nord de la France actuelle, on va dire. L'Artois, pareil, l'Artois c'est la région de Lens, etc. Et la Bourgogne, bon, c'est un peu dans le centre de la France. Donc finalement, l'Espagne qui va entourer la France. Chabot va accumuler les charges, il va être amiral de France, gouverneur de Bourgogne, de Bretagne, et il va négocier avec Henri VIII. Lui, sa philosophie, c'est de toujours attaquer. Attaquer, attaquer, attaquer. Pour la première fois, François Ier va faire de la politique, seul, il ne va pas suivre Chabot, qui va se considérer en disgrâce, c'est-à-dire qu'il, voilà, ça passe plus, le feeling ne passe plus, pour être un peu plus moderne, et il va quitter la cour. François Ier va le rappeler tout de même, parce que bon, il sent qu'il en a besoin, il y aura une dispute, et Chabot va mourir, parce que, bah, voilà, ils se sont battus, quoi. Et les funérailles vont être offertes par le roi à son ancien conseiller Chabot, des grandioses funérailles où la primauté de l'État est réduite, puisque, voilà, on fait passer l'amitié, on essaie de se reprendre comme on peut. Dans l'entourage du roi, on peut aussi parler de Anne de Montmorency, Anne, donc un homme, qui est issu d'une famille puissante d'Île-de-France, avec notamment 4 connétables. Les connétables, si on fait une comparaison vraiment bancale, c'est le ministre de la guerre. C'est quelqu'un qui va fréquenter François Ier dès l'âge de 10 ans et qui va participer aux guerres d'Italie. Il est maréchal de France et il est présent à Pavie. Il va donc accompagner François Ier en captivité. Il va devenir grand maître de France, c'est-à-dire quelqu'un qui distribue les offices. Et il va épouser une cousine du roi, Madeleine de Savoie. C'est Anne de Montmorency qui va réunir la rançon royale. La rançon demandée par le roi d'Espagne est simple. Ce sont les 2 fils de François Ier. Ils ont 4 ans. 4 ans. En effet, François Ier est captif depuis 1525, on négocie en 1526 sa libération. Mais pour libérer le roi, il faut quelque chose. Donc ce sera ses 2 fils. Et pour libérer ces 2 fils, il faudra plus de 1,2 million d'écus. C'est-à-dire 4,2 tonnes d'or. Imaginez un peu, 4,2 tonnes d'or que l'on distribue pour libérer 2 enfants de 4 ans, suite à une défaite. C'est ce qui est négocié au traité de Madrid de 1526, puis lors de la paix des dames, ou la paix aussi qu'on peut appeler la paix de Cambrai, qui date de 1529, si mes souvenirs sont bons. Donc imaginez un peu, oui c'est bien ça, 1529, donc il met fin à la 7e guerre d'Italie. Donc on va quand même transférer 4,2 tonnes d'or, donc le plus gros transfert de fonds de la Renaissance, vous l'imaginez bien, pour libérer 2 enfants qui ont servi à libérer leur père qui est le roi de France. C'est énorme quoi. On va se rendre compte finalement que Anne de Montmorency, il a compris la mondialisation, hein, celui-là. Il va faire comprendre au roi que l'argent reviendra. Il aurait tenu,
Il aurait tenu les propos suivants à François Ier: cet argent reviendra en France, sire. Voilà. C'est quand même plus d'1,2 million d'écus. Ça pique, quoi. Mais bon, c'est ainsi. C'est comme ça. Anne de Montmorency va revenir aussi sous Henri II. Et Henri II, il va reconnaître l'action d'Anne de Montmorency quand il sera roi. C'est quelqu'un qui est moins diplomate, hein, finalement, Anne de Montmorency. Il n'a pas d'allié puissant. Il pense que il faut négocier avec Charles Quint pour qu'il n'y ait pas de guerre. C'est un échec et il quitte la cour en 1541. Dans cette première grande partie, nous avons vu l'enfance et la formation de François Ier, sa route vers le trône et aussi le fait qu'il est un homme d'une nouvelle génération. Passons désormais à une deuxième grande partie que j'ai appelée la politique royale. Passons désormais à la deuxième grande partie, la politique royale, avec tout d'abord la politique étrangère, domaine de la gloire. François Ier est un roi qui se situe dans les relations diplomatiques de manière personnelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas penser en tant que roi de France, en tant que représentant d'un royaume, mais il va prendre les choses pour lui. C'est ce qui amène un échec en juin 1520 à l'entrevue du camp du Drap d'Or. C'est près d'Ardelot. Je l'ai mis sur le diaporama, une petite photo magnifique trouvée sur Google Images à Ballinghem. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Ça va être un échec puisque il y a des négociations, etc. Et bah tout simplement, François Ier va se battre à main nue avec Henri. Roi d'Angleterre, hein, donc c'est pas terrible de se battre lorsqu'on est roi de France, d'autant plus lorsqu'on essaye de négocier des choses. C'est avec Henri VIII, hein, du coup, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais voilà, je le reprécise. Pourtant, cette entrevue, elle est importante, puisqu'elle a lieu en 1520, ça fait 5 ans que François Ier est roi de France. Il a gagné à Marignan. Il a tenté de devenir empereur en 1519. Il a perdu face à Charles Quint. Voilà, le but c'est un peu de trouver des solutions entre l'Angleterre, la France, parce que si l'Angleterre et l'Espagne se mettent contre la France, c'est pas évident non plus, quoi. Et c'est un échec. C'est une démo finalement d'amitié virile et de puissance entre les deux, puisque bah voilà, on va montrer qu'on a des voitures, bon pas des Mercedes, pas des BM, pas des Ferrari, non, des voitures de l'époque, qu'on a des belles maîtresses, etc. Enfin, voilà, c'est à qui aura la plus grosse, pour être vulgaire. Et avec François Ier, la diplomatie va se laisser mener par la passion. On pense au duel avec Charles Quint, c'est un duel d'ego, quoi. Cette obsession diplomatique de François Ier, elle se traduit par la volonté de récupérer le duché de Milan, qu'il veut par héritage, qu'il doit avoir selon lui. Il y parvient avec Marignan, 1515, voilà, c'est classique, mais il échoue à Pavie en 1525, comme je l'ai dit précédemment. Toute sa politique étrangère, qu'elle soit militaire, diplomatique, matrimoniale, va dans cet unique but de rétablir les Français en Lombardie, donc dans le nord de l'Italie, dans le duché du Milanais. C'est un échec. Toutefois, la France a désormais la Savoie et le Piémont. Les relations diplomatiques auront parfois un ton original. C'est le premier roi chrétien qui va faire des alliances avec les protestants et les sultans de l'Empire ottoman, donc un empire musulman. C'est une tradition qui perdure aujourd'hui, on peut le voir dans les relations diplomatiques. Cette alliance, elle est perçue comme hérétique par certains, mais François Ier est ainsi. C'est un roi qui va aussi vouloir imposer la place de la France pour les Outre-mer, contre l'Espagne ou par exemple le Portugal. Il va aussi être un roi qui va permettre la conquête des grandes routes. On pense à l'Atlantique, on pense à Jacques Cartier, au Saint-Laurent, au Canada, au Québec, voilà.
Le roi François Ier est aussi un roi qui va, dans sa politique royale, avoir une autorité souveraine. C'est ce que nous voyons tout de suite. François Ier veut se montrer comme un roi fort. Il sait rendre des arbitrages. Par exemple, Charles de Bourbon, qui appartient à la famille royale, c'est un cousin du roi, fait la campagne d'Italie. Il est à Marignan en tant que connétable. Mais François Ier va rester prudent avec lui et va lui demander de payer ses troupes avec son argent personnel, pas avec l'argent du royaume. Voilà, il se méfie un peu, on ne sait jamais. Et les affronts, ils vont se succéder. Ils vont se succéder. En 1522, il est privé de commandement. Son épouse meurt. Charles de Bourbon pense hériter, mais le problème, c'est que cela doit revenir à François Ier, afin que Louise de Savoie puisse hériter. En effet, il n'y a pas de passage d'une femme vers un homme à l'époque. C'est la loi, c'est comme ça. François Ier, ce qu'il va faire, il va confisquer les terres de Charles de Bourbon. Il va les confisquer. Pour Charles de Bourbon, c'en est trop. C'est un déni de justice. Le roi m'a volé, aurait-il dit. C'est clair, c'est net. Je rappelle qu'ils sont cousins. Super l'ambiance dans la famille. Je pense pas qu'ils iraient manger un poulet rôti devant Walker Texas Rangers ensemble. Bon, c'est anachronique, hein, qu'on s'entende bien. Charles de Bourbon, c'est simple, ce qu'il va faire. Eh ben, puisque François Ier ne le satisfait pas, il va rejoindre son pire ennemi, Charles Quint. Charles Quint, il va lui promettre sa sœur en mariage. Comme ça, il l'attire. Charles de Bourbon, il va donc se battre à Pavie. En 1525, il y est aussi. Mais pas avec François Ier, avec Charles Quint, avec l'Espagne. Et il devient donc chef du duché de Milan. Il va vers Rome pour le sac de Rome de 1527. Il escalade les remparts, tombe et meurt. François Ier ne se laisse pas faire pour autant. Il va ensuite négocier quelque chose, François Ier, après avoir eu une trahison de la part de son cousin. Il va essayer de négocier avec le pape pour que désormais les évêques et les abbés soient nommés par le roi et non plus par le pape. C'est le Concordat de Bologne qui a lieu en 1516. C'est une pierre du début de l'absolutisme en France, sous François Ier. Il y a désormais les gallicans et les ultramontains. Les gallicans ne veulent pas de relations papales sur la politique intérieure. Un autre exemple de la politique souveraine et quasiment autoritaire de François Ier, c'est juillet 1527, une crise ouverte entre le roi et son parlement à propos du connétable de Bourbon. Eh bien, le roi va faire une cérémonie sur un lit de justice. Un lit de justice, ça peut être un vrai lit, hein, ou ça peut être une chaise, où le roi parle, et puis voilà, il décide, il rend la justice. Donc ça, c'est un début quand même de l'absolutisme en France, même s'il est trahi, même s'il n'est pas soutenu, même s'il perd, même s'il lui laisse l'argent. Bref, le roi décide, les gens appliquent. C'est le début du pré-absolutisme. Et François Ier, s'il veut pouvoir faire ça, il doit disposer d'une administration modernisée. Il veut disposer de serviteurs efficaces. C'est ce que nous voyons désormais dans la troisième sous-partie. Il va disposer de serviteurs efficaces, mais parce que c'est quelqu'un qui est sûr de lui, il ne va pas hésiter à entraîner des condamnations à mort lorsqu'il se sentira lésé. Souvent, c'est sur les finances. Lorsqu'il se sent lésé, eh bien, voilà, on va décider d'une condamnation à mort. C'est l'exemple de Jacques de Beaune, donc baron de Semblançay, qui est son surintendant des finances. Il est responsable sur ses fonds propres. François Ier, il va dire au baron de demander des crédits aux banques étrangères sans remboursement. François Ier va organiser un procès pour détournement d'argent en 1527, et il va le condamner à mort. C'est-à-dire qu'il demande des choses, et puis après, la personne est responsable sur ses propres fonds, sur ses propres deniers, ses propres écus, sur les demandes du roi. Et ensuite, bon, on le condamne à mort, on dit qu'il est responsable, que ça ne va pas. On utilise la violence au nom machiavélique, donc de Machiavel, de la raison d'État.
Voilà. Mais il faut aussi noter aussi que aucune maîtresse de François Ier n'a eu de poids politique. Aucune. Il n'y a pas de nom qui ressort comme ça. Il y a eu beaucoup de maîtresses, mais aucune n'a eu de rôle. C'est le roi qui commence à décider tout seul. On est loin de Louis XIV, mais les bases sont posées. On peut citer une maîtresse célèbre du roi François Ier, la duchesse d'Étampes, Anne de Pisseleu, qui, elle non plus, n'a pas de rôle politique. Nous avons fini cette deuxième grande partie, donc qui avait pour objet la politique royale. Parlons déjà désormais du roi imaginaire, avec tout d'abord la foi royale. François Ier, il va être confronté au début du protestantisme. C'est un roi très chrétien, soucieux du bien-être et de l'unité de l'Église, Église avec un grand E en tant qu'institution. Il se voit comme un sous-lieutenant de Dieu sur terre. C'est un roi qui est d'accord pour réformer, il voit les problèmes, il les reconnaît, et il sait que des membres de sa cour sont séduits par le protestantisme. Mais, contrairement à Henri VIII, il ne veut pas réformer l'Église par le haut. Il est tolérant, conciliant avec les autres, il ne veut pas mener une politique agressive. Néanmoins, des scandales religieux vont le faire changer d'avis sur le protestantisme. Le premier a lieu en 1528. Nous sommes à Paris et une statue de la Vierge Marie est retrouvée décapitée. C'est un sacrilège. Une procession est organisée. Le roi prend la tête de cette dernière et il demande pardon à la Vierge Marie, au ciel. Il se met à genoux, tête nue devant la statue victime. Les prêches vont critiquer l'hérésie protestante qui se diffuse. Puisque là, on a touché quelque chose, voilà, qui commence à faire mal aux chrétiens. Voilà, ils ont été gentils. Enfin, le roi était gentil avec les protestants jusqu'à maintenant, mais là, ça va trop loin, quoi. Dans les prêches, ça va trop loin. Stop. La deuxième affaire, plus célèbre, plus connue, octobre 1534, c'est l'affaire des placards. Dans des lieux symboliques du pouvoir et de l'Église, on va placarder un texte, dont un manuscrit est sur le magnifique diapo que j'ai fait, hein, je le reconnais, elle est trouvable sur Wikipédia, hein, cette image, hein, j'ai rien inventé. Et c'est un texte violent vers le pape, la messe et le pouvoir et l'organisation de l'Église catholique. C'est un pasteur picard de Neuchâtel, Antoine Marcourt, qui a écrit le texte. Il y a même un placard sur la chambre de François Ier. Donc là, la cour royale se sent menacée, puisque c'est la chambre du roi, donc c'est dans l'enceinte même du château, donc c'est dans l'enceinte même de la cour, ça va trop loin là. La cour, elle se sent menacée, il y a une rumeur, une idée que le protestantisme se diffuse vite en France. Et là, François Ier, il dit stop, il va envisager la répression. Les appels de Calvin restent lettres mortes, et très vite, la volonté de François Ier de réprimer va être vaine. Le protestantisme ne s'extirpe pas de France, que ce soit sous François Ier, Henri II, François II, etc. Et c'est contre-productif, de toute façon, de faire un martyr en tuant quelqu'un parce que protestant. On va vite s'en rendre compte. Sous François Ier aussi, on va avoir une politique culturelle qui se met en place, c'est l'objet du petit 2. François Ier, il va développer une politique culturelle par nécessité et par goût. Premièrement, car il a besoin des artistes pour forger son image de roi idéal. C'est de la propagande, hein. Il a à sa cour des artistes qui sont libres de leurs actions, il n'intervient pas. Mais bon, ils vont donner une image positive du roi. Le but, c'est qu'ils vont pas être libres et critiquer celui qui les accueille. Ça serait bizarre. On peut penser aux artistes comme Léonard de Vinci, par exemple. Pour François Ier, c'est une proie de choix, une proie. Hein, c'est un peu le langage animalier, mais c'est un peu c'est le plus grand ingénieur et esprit de l'époque. Et il y aura des liens de plus en plus affectifs entre les deux, même s'il y a des bas, attention. Et François Ier va être très respectueux et très humble avec cet homme. Il y a aussi un artiste, Benvenuto Cellini, et non pas Chiellini. Chiellini, c'est le joueur de foot, et Cellini, c'est un sculpteur
qui est vu comme volcanique, et il a travaillé à la cour de Florence. On va l'appeler le maudit Florentin, parfois, à la cour. Ces artistes italiens, ils vont s'installer au château de Fontainebleau et le décorer. On peut aussi citer Primatis, un architecte peintre, ou Rosso, qui vient de Florence. Ils vont influencer les artistes de leur temps. C'est une nouvelle façon de représenter le corps, nu, avec des longs membres et avec des postures. C'est l'art maniériste qui vient de Michel-Ange. C'est l'école de Fontainebleau, le maniérisme à la française. Les artistes au service de François Ier ne viennent pas que d'Italie, ils viennent aussi de Flandre, car François Ier n'est pas avare et il paye bien les artistes, tout en les laissant tranquilles. Il participe au mix avec les Italiens pour l'école de Fontainebleau, les artistes flamands. Cela permet de perfectionner la peinture à l'huile à la française, qui est souvent fait sur du bois et non pas sur toile. François Ier va développer les lettres avec 2 créations, la bibliothèque royale. C'est l'obligation pour tout imprimeur de donner un exemplaire de ce qui est imprimé au roi pour la bibliothèque royale. C'est l'ancêtre de la Bibliothèque nationale de France, tout simplement. Il y a aussi la création du Collège de France, une réunion de savants faisant des leçons accessibles au plus grand nombre. Ça existe toujours. On est toujours là, en 2021, alors que ça date des années 1500. Troisième et dernière sous-partie, vers un roi imaginé. François Ier va être le premier à utiliser de plus en plus la propagande à son service. Sa fin de règne est morose, entre les invasions, la perte du port de Boulogne, un isolement, il devient vieux. Et forcément, il n'a pas de bon rapport avec son deuxième né, qui est dauphin. On pense à l'épisode de Pavie, c'est rarement joyeux à 4 ans d'être captif parce que son père veut sauver sa peau. Bon, c'est pas terrible. Et donc le dauphin va faire comme son père, il va s'entourer de nouvelles personnes. Il va renouveler tout ça pour changer les choses. Les poèmes et œuvres d'art vont mettre en avant le souverain, tout de même. Ils vont mettre en avant Marignan, l'honneur du roi à Pavie, François Ier comme un apôtre, François Ier en Saint Jean-Baptiste, en Saint François. Car oui, même si à Pavie il a perdu, ça c'est indéniable de toute façon. Eh bien, on ne va pas le mettre plus bactère. On pense souvent à tout est perdu, force l'honneur. Bon, ça c'est un peu réducteur. François Ier n'a pas vraiment dit ça, mais on va mettre en avant le roi finalement, puisque en 1515, c'est sa première année. Qu'est-ce qu'il fait? Il gagne. Il va aller à Pavie. Ok, il perd. Ça c'est clair, c'est net. Mais finalement, il est quand même digne, quoi. Il est toujours là. Il est certes captif, mais voilà, c'est pas grave. Le roi, il a résisté. Et, bon, ok, ça a coûté de l'argent, mais voilà. Bon, je reviens sur la phrase. Il avait dit tout est perdu, force l'honneur. La phrase exacte, c'est une phrase qu'il a envoyée à sa mère, donc Louise de Savoie, en disant Madame. Il appelle sa mère Madame, mais bon. C'est l'époque, quoi. Pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. Il a tout perdu, mais voilà. Il a aussi dit, pour mon honneur et celui de ma nation, je choisirai plutôt honnête prison que honteuse fuite. Donc c'est pour ça, les artistes, ils vont le mettre en avant. Il sait gagner, mais il sait perdre. Il reconnaît, on va dire qu'il est fair-play. Et puis c'est quelqu'un qui défend la religion. Donc en Saint Jean-Baptiste, en Saint François, en apôtre. Bref, on va le grandir, le roi. Et ça va se ressentir, c'est dans son tombeau. C'est un peu un temple romain, arc de triomphe. Quelque chose de magnifique. Et on voit François Ier en train de prier et de gésir. La génération suivante, elle va créer une nouvelle basilique pour insister sur l'importance de ce roi, même si c'est un Valois. Donc la génération suivante, à partir de Catherine de Médicis environ. Donc c'est un roi qui devient imaginé finalement, puisque la propagande est totalement à son service. Les artistes, ok, ils sont libres, mais ils sont à son service aussi. Ses enfants, ok,
ils remettent une nouvelle génération, ça passe pas trop, ils vont pas assister à l'enterrement de leur père, mais ce qui perdure de François Ier, voilà, c'est le tableau de Jean Chloé qu'on a analysé sur la chaîne, c'est 1515 Marignan, c'est un roi de lettres de la Renaissance, on retient très rarement Pavie, on retient que le positif de ce roi. En guise de conclusion, pour répondre à notre problématique, qui, je le rappelle, était comment François Ier assure-t-il la transition entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, nous pourrons dire que François Ier est le premier roi moderne, même s'il a eu une éducation du style du Moyen-Âge, voilà, il va poser les bases du pré-absolutisme, avec une autorité qu'on veut de moins en moins contestable, avec une propagande à son service, avec l'art à son service, les lettres à son service. Il va développer tout ça, attention, mais il les met à son service, évidemment. Il va avoir les artistes avec lui, il va savoir faire passer parfois l'État avant les gens et parfois ses amis aussi. On le voit avec les funérailles payées à son ami, qui sont grandioses puisque bah il a déconné quoi. Il a déconné. Ça, c'est aussi un roi qui va commencer à gérer d'autres domaines que la gestion pure et simple du royaume. Je l'ai dit, il va s'occuper des lettres, il va s'occuper de l'art, il va s'occuper de diplomatie. La diplomatie, c'est un peu les affaires du royaume, mais il est censé avoir des conseillers aussi. Mais non, lui, il va plonger dedans, il va prendre ça pour lui. Donc c'est en cela un roi pré-absolutiste, roi chevalier, prince de la Renaissance, un roi qui assure une transition. Euh, à cette époque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses, que c'était pas trop long, parce que je pense que c'était long quand même, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me donner des idées sur des futures vidéos, j'essaierai de faire au max. N'hésitez pas à me corriger si j'ai pu dire des bêtises, ça peut arriver aussi. J'essaierai, je le dis souvent, mais de varier mes thèmes, parce que je fais beaucoup d'histoires, mais